La fille. Oui. Pour notre épisode sur la lettre à Hérodote d'Épicure, on va parler d'atomes. Oui. Effectivement. Mais où est-ce que tu veux en venir? Notre spécialité à nous, c'est plutôt la philosophie. Oui, effectivement. Mais fais gaffe à toi, parce que je sens que tu vas dire une connerie. Les atomes, c'est pas plutôt un truc de physicien? Ou à la limite de chimiste? Bonjour, c'est Balafi, et aujourd'hui, on va parler de la lettre à Hérodote d'Épicure. Bon, déjà, si vous n'avez pas regardé le premier épisode sur Épicure, je vous conseille de le regarder. Je vais vous le mettre précisément là. Et sinon, la lettre à Épicure, ça parle de quoi? Ça parle, en fait, d'atomes et de matérialisme. Alors, qu'est-ce que le matérialisme? Selon Wikipédia, le matérialisme, c'est une vision ontologique, moniste, qui considère que la seule chose qui existe, c'est la matière. Quand on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose. Donc déjà, l'ontologie, c'est le fait de se poser des questions sur l'être, donc sur ce qui existe. On va en reparler dans la vidéo. Le monisme, c'est considérer que cet être n'est composé que d'un seul type de substance. Comme Leucippe et Démocrite, Épicure est un atomiste. C'est-à-dire qu'il considère que cette substance unique qui définit l'être, ce sont les atomes. Alors, faut savoir que on a beaucoup de mal à différencier la pensée d'Épicure, de Démocrite et de Leucippe concernant les atomes. Par exemple, Diogène Laërce avait attribué un livre de Démocrite sur la nature à Épicure. On sait maintenant que ce livre est à Démocrite. Ce champion quand même, Diogène Laërce. La lettre à Hérodote est donc une lettre dans laquelle Épicure explique sa pensée sur les atomes. Et elle commence à peu près comme ça. Mon cher Hérodote, rappelle-toi qu'il est important pour un philosophe de pouvoir réduire sa pensée à ses opinions principales. C'est pourquoi je t'envoie cette lettre. Car cela permettrait à tous de lire, même à ceux qui n'ont pas la possibilité de lire les livres. Et donc, cela leur permettrait de se sauver eux-mêmes. Mais cela est bon aussi aux autres, ceux qui ont compris depuis longtemps leur pensée, pour les aider à s'en sauver. Garde bien en mémoire, mon cher élève, que premièrement, sous chaque mot, il faut avoir bien en tête la notion qui se cache derrière. Et deuxièmement, que ces notions, il faut les confronter à nos sensations. Ainsi, nous pourrons comprendre le domaine de l'invisible. Ce qui est bien important dans cette introduction, c'est de bien voir qu'Épicure considère que la connaissance doit s'acquérir par les sensations, même si ces sensations doivent être mises au regard de la pensée. Mais ce n'est pas une connaissance purement raisonnable, elle est aussi empirique.
Sache, Hérodote, que rien ne vient du non-être. Car sinon, tout pourrait naître de tout. Pour les Grecs, dans l'Antiquité, il faut bien comprendre qu'il y a deux choses. Il y a l'être et le non-être. L'être, c'est ce qui existe. Le non-être, c'est le néant. Et pour faire cette explication, il faut mettre dans le néant des propriétés qui lui permettent de cesser d'être un néant. Il faut y installer une espèce d'œuf qui va pouvoir engendrer autre chose que lui-même. Mais un œuf qu'on met dans le néant, c'est un œuf. Les choses qui disparaissent ne vont pas dans le non-être. Sinon, il n'y aurait plus d'être au bout d'un moment. Imaginons que l'être est 200 unités de matière. Si à la mort d'une unité de matière, elle retourne au non-être, on va perdre une unité. Si cela se reproduit 200 fois, eh bien alors, il n'y a plus de matière. Mon cher Hérodote, rappelle-toi encore que l'univers a toujours existé, qu'il ne change pas, car il n'y a rien en dehors de lui qui puisse agir sur lui. L'univers est composé de deux choses, le corps et le vide. Le vide existe, car sinon, les corps n'auraient pas de lieu où se mouvoir. Il n'existe rien en dehors du corps et du vide. Il existe deux types de corps, des corps composés et des corps dont les composés sont faits. Ce deuxième type est insécable et indestructible. Alors, atomos, en grec, ça veut dire insécable ou incoupable. L'idée, c'est que, imaginez que vous ayez une goutte d'eau, que vous la coupiez en deux, puis encore 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 en deux. Ouais, au bout d'un moment, ça saoule. Il va arriver un jour où vous ne pourrez plus la couper en deux. Vous allez obtenir une boule dure, indestructible, et qui sera insécable. Cette boule, c'est ce qu'Épicure appelle l'atome. L'univers est infini. Car s'il était fini, il aurait des limites. Et il faudrait limiter l'univers par rapport à autre chose. Les corps et le vide sont eux aussi infinis. Car sinon, les corps n'auraient pas la place de se mouvoir dans le vide. Sache encore, mon cher Hérodote, que les atomes sont dans un mouvement perpétuel. Certains restent éloignés, d'autres s'agglomèrent. Les corps composés sont formés de cette manière. C'est-à-dire que des atomes qui bougent se rencontrent, du coup, ils s'agglomèrent, et cela fait un corps composé. Corps composé qui va permettre de créer tout ce qui existe. Il y a une infinité de mondes comme le nôtre. Car, comme les atomes forment les différents mondes, et qu'ils sont infinis, il peut y en avoir une infinité. Il existe aussi des corps plus subtils, des simulacres, qui sont creux. C'est de cette manière qu'Épicure tente d'expliquer le phénomène des fantômes. Faut bien comprendre que la pensée d'Épicure est une pensée qui essaye de démythifier le monde. Garde en mémoire, mon cher Hérodote, que l'âme
est composé d'atomes subtils. À vrai dire, c'est l'âme qui nous donne les sensations du corps. Et c'est pour ça qu'à la mort, quand l'âme se retire, nous perdons notre sensibilité. L'âme est donc corporelle, car ce qui est incorporel ne peut ni agir, ni pâtir. Comprenons-nous bien. Quand un corps composé d'atomes meurt, il se désagrège petit à petit pour reformer des corps non composés, les atomes. Du coup, quand l'âme meurt, il se passe la même chose, donc l'âme meurt, elle ne se préserve pas, mais les atomes qui la composent la préservent. Les qualités, telles que la couleur, la grandeur, sont dépendantes des agrégats d'atomes. Il n'y a donc pas d'idée en soi. Le raisonnement de l'homme, quant à lui, se développe au contact du monde. Alors ici, on arrive à une vraie différence entre Épicure et la théorie qui est développée par Platon dans le Phédon. Si vous ne savez pas de quoi je parle, j'ai justement fait une vidéo dessus. Je vous propose d'aller la regarder. C'est-à-dire que pour Épicure, notre connaissance nous vient de notre confrontation avec le monde, par les sensations. Souvenez-vous de l'introduction de la lettre. Et donc il n'y a pas de connaissance préétablie avant notre naissance. Il n'y a pas d'idée en soi comme chez Platon. C'est l'une des différences majeures entre le matérialisme d'Épicure et l'idéalisme de Platon. Enfin, mon cher Hérodote, il ne faut pas croire que les mouvements astraux sont faits par un dieu, car cela lui procurerait du souci, et le souci ne convient pas à l'ataraxie. Ces mouvements s'accomplissent de manière nécessaire, et cela était prévu dès l'origine des mondes. Si vous ne comprenez pas bien les concepts d'ataraxie et le fait que les dieux ne puissent pas être troublés, je vous conseille encore une fois d'aller voir le premier épisode sur Épicure, la lettre à Ménécie. Garde bien, Hérodote, tous ces enseignements en mémoire, car la connaissance du monde mène à l'ataraxie, car elle nous permet de ne pas craindre la mort. Car si nous connaissons l'origine de notre trouble, nous pourrons nous en délivrer. Eh bien voilà, ce nouvel épisode de Balafi est maintenant fini. J'aimerais revenir sur un truc, cette opposition entre idéalisme et matérialisme, elle va courir durant toute l'histoire de l'Antiquité et elle existe encore. Il faut bien comprendre que ce sont deux des grands courants de la philosophie. Comme d'habitude, je vais vous mettre des liens vers Facebook et Twitter. Je remercie encore ceux qui regardent jusqu'à la fin, ainsi que ceux qui se sont abonnés. Et je vous dis à plus tard.